tous et bienvenue dans cette 9e émission Iron Squid où nous allons attaquer la poule C. Ouais, on va attaquer la poule C. Alors vous avez vu, il y a eu du très beau spectacle sur les poules précédentes. Alors pour l'instant, si on peut résumer un petit peu ce qui s'est passé sur les autres poules, nous avons Marine King Prime qui s'est imposé dans la poule A. Il est suivi de Puma, ça s'est joué à très peu de choses au goal average avec Slayers Boxer. Et dans la poule B, nous avons eu aussi de très belles parties avec notamment MC qui a été impérial et qui s'est imposé devant Symbol. Symbol qui est second qualifié sur cette poule B. Donc pour l'instant, en quart de finale qui se joueront d'ailleurs les 14 et les 15 avril sur ironsquid.tv, c'est un week-end, booker la date. Nous avons Puma, MKP, Symbol et MC qui sont qualifiés. Il nous reste la poule C et la poule D. Avant d'aborder le gros menu de la poule C, je vous propose de passer quelques minutes sur le Previously In de la semaine dernière. Previously In, c'est parti. Waouh, et quel Previously In. Écoute, moi-même, en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de choses qui s'étaient passées à l'émission précédente. Personnellement, je retournerais bien dans l'émission 8, du coup. Moi aussi, parce que... Écoute, non, blague à part, cette émission 9 s'annonce assez massive. Oui. Puisque notamment, c'est une émission longue, on va commenter 3 rencontres aujourd'hui. Il va s'agir premièrement de Stefano Mana. Stefano qui est donc le petit Frenchie qui va qui va poutrer du coréen. Voilà. Donc voilà, personnellement, je ne serai pas du tout objectif sur les games qui comprennent Stefano. Et alors cette poule est intéressante puisque c'est la seule poule. Enfin non, c'est la seule poule. Non. C'est probablement la poule où on a le plus de chances de voir un non-coréen se qualifier. Puisqu'il s'agit de Stefano, sachant que sur les poules A et B, eh bien, il n'y a eu que des Coréens qui se sont qualifiés. Donc on attend de voir ce qui va se passer dans cette poule avec beaucoup d'anticipation. Je te propose d'afficher les portraits des joueurs. Oui, tout à fait, les portraits des joueurs. Alors cette poule, qui a-t-il dans cette poule? Alors, tu viens de mentionner, il y a Stefano et Mana. Alors Stefano, Ilyes pour les intimes. Voilà, Ilyes, alors Stefano dont vous voyez l'affiche en ce moment même. Stefano, Ilyes, d'origine tunisienne, le meilleur joueur français non contesté, voilà. Et parmi certains disent même le meilleur joueur non coréen. Il y a certains Coréens qui le considèrent comme le meilleur joueur. Il y en a d'autres qui disaient que c'était Torzane par exemple, mais Stefano est clairement en lice et qui a une actualité débordante puisqu'il y a quelques jours, il a remporté le Lone Star Clash donc contre Polt, donc avec énormément de très bons joueurs, donc et une finale contre Polt qui est juste hallucinante. Voilà, donc Stefano, comme tu dis, qui a un très beau palmarès et qui est le joueur en lequel tous les Français vont miser, je pense. On va avoir aussi Mana.
Mana, qui est un très très bon Protoss, également un des top Protoss non européens, et qui fait donc partie du line-up Iron Squid. Donc à savoir notamment que Mana contre Stefano, le match est clairement à l'avantage de Stefano, en tout cas au niveau des stats, puisque Stefano mène de 45 games, je crois, contre 5 parties remportées par le Protoss. Et ensuite, donc ça c'est les premiers joueurs, c'est les foreigners comme on appelle, mais après nous avons 3 Coréens. Et pas des moindres. Et c'est pas des couleurs de gobelet. Voilà, et pas des moindres. Donc là, vous allez voir leur fiche. On passe à Life qui s'est qualifié, dans le second qualifier. Ouais. Et qui a un très très gros erg. De la team SEV Life, si je me trompe pas. Compatriote de Symbol, et donc également dans sa team, qui a un map control hallucinant, qui a en tout cas un Zerg versus Terran à couper le souffle. Ouais. Et non, concrètement, c'est vraiment un très très bon joueur qui est très très jeune, puisqu'il n'a que 17 ans. Ouais, et au passage, je me suis trompé d'équipe, il fait partie de l'équipe The Next, autant pour moi. C'est Next Life, tout à fait. C'est Next Life, mais voilà, donc un très très bon Zerg. Ensuite, et les 2 derniers, oh mon dieu, si vous suivez un petit peu la scène StarCraft 2 coréenne, tenez-vous bien. Allez, on va commencer par le moins fort des deux, et encore. Enfin, le moins fort, tout est relatif, hein, mais il s'agit de Jack J. Jack J qui a gagné la GSL fin 2011. Donc pas la dernière GSL qui a été remportée par Dong Gregu, un Zerg, mais Jack J qui a gagné la dernière GSL de 2011, qui est un Terran très très fort, un Terran qui est réputé pour son TVZ et qui a notamment un TVP qui n'est pas mauvais, contrairement aux autres gros Terran coréens. Donc on va voir si ça va lui réussir dans ce tournoi, en sachant que dans ce tournoi, est-ce que c'est vraiment important d'être bon en TVP? Eh bien je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Protoss, il y a surtout des Terran et des Zerg. Donc on va dire que c'est le match-up qui joue le moins. Mais comme on voit qu'un très gros Protoss comme M6 est qualifié dans le groupe, la deuxième poule. Tout à fait. Eh bien voilà, c'est un match-up qui pourrait complètement jouer. Donc Jack J. Et alors le dernier, à mon avis, un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs du monde, MMA, le poulain de Slayers Boxer, un ancien fighter de MMA, donc Mixed Martial Arts. Tout à fait. Et un mec qu'on n'a jamais rencontré, mais qui a l'air vraiment super sympa. Tout à fait. C'est un des Coréens qu'on n'a jamais rencontré. Et qui va venir laver l'affront qui a été fait à l'empereur, évidemment, et se qualifier en quart de finale pour montrer au monde entier que la Team Slayers peut poutrer du poney. Donc voilà, MMA qui est dans cette poule et qui est un des favoris de cette poule. On va commencer par Stefano versus Mana. Donc voilà, à chaque fois que le mot Stefano sera prononcé, il y aura une petite touche musicale. Stefano Mana sur Daybreak, c'est pas plus tard que maintenant, et je propose de lancer la game. Et la partie qui se lance doucement, donc on est sur Daybreak. Stefano Mana, le Zerg versus Protoss. Et alors c'est vrai que Stefano est très favori de cette rencontre. Ces joueurs se jouent très souvent. Ils sont très courtois entre eux. J'ai la chef my friend, have fun Ilyes. Donc vraiment deux dandys. Et c'est d'autant plus rigolo que Stefano étant... on attend une grosse branlée quand même, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, je veux dire, voilà, Stefano est clairement dessus, et sauf si Mana s'est préparé pour ce match de manière sous-marine, eh bien, il ne devrait pas y avoir de surprise. Après Mana, c'est vraiment un des joueurs les plus carrés non coréens, donc foreigner, Protoss, et bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je me souviens, c'était à la Paris Games Week où il avait quand même réussi à prendre une game à Stefano. Donc c'est un exploit qui pourrait éventuellement se reproduire, voire même sur un malentendu, peut-être une balle de 2-1. Donc voilà. Ouais. Stefano est favori, mais ne sous-estimons pas trop le Polonais. Ouais, c'est sûr. Et non, c'est vrai qu'on avait vu ces deux-là s'affronter à l'ESWC. On avait vu Mana cacher sa stratégie d'ailleurs dans des matchs d'exhibition la veille de l'ESWC. Donc un joueur qui a vraiment un stratège. Mana, ça fait partie de l'école Protoss plutôt défensif. Donc à mon avis, aux antipodes du style de MC. Donc je ne vois pas Mana, sauf s'il a changé de style, hein, mais je ne vois pas Mana faire un timing push sur 2 bases, ou alors juste pour mettre la pression, mais pas un all-in sur 2 bases.
Donc tu veux dire plutôt temporiser en attendant les colosses et les plutôt à la Storms, Todd. À la Todd en fait. D'accord. Sauf que je dirais que Mana est meilleur que Todd. Voilà, c'est pour dire les choses de façon simple. C'est un Protoss macro game, mais qui est plus solide que Todd. Donc on va voir ce qu'il va proposer. La probe qui est en train de patrouiller, mais ça Stéphano s'y attend. Stéphano n'a pas pris de gaz. Il va viser la B3 très rapidement. Effectivement, il a déjà posé sa poule. Attention, la probe ici, First Blood. Alors, First Blood du français, magnifique. Alors, est-ce que ça valait la peine de perdre sa probe pour poser un pylône? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va retarder Stéphano, mais ça coûte une probe. Ah, tiens, Stéphano qui ne pose pas deuxième hatch et qui attend pour la poser. Oh Ah, c'est bon ça. Alors ça, c'est rigolo, effectivement. Ouais. Alors pourquoi il a attendu? Bah, il a peut-être attendu que pour les poser en Mana même temps. supprime son pylône ici. Non. Pour pas que celle-ci soit trop retardée, je ne sais pas. Non, mais t'as vu, en fait... il a attendu ok, d'accord. Alors je pense qu'il a attendu... Je vais émettre une hypothèse. Émets donc. C'est risqué, hein. Je pense qu'il a attendu pour poser, d'avoir 600 de minerais pour poser les deux hatcheries en même temps pour synchroniser la création de larves. Tu sais, il y a des joueurs Zerg qui synchronisent la sortie des queens, etc. Lui, il veut, et peut-être aussi lancer les deux queens immédiatement quand les deux hatches se finissent. Mais parce qu'il aurait pu poser une de ces deux hatches avant l'autre. Enfin, clairement, on l'a vu attendre au niveau des ressources et on n'a pas compris. D'accord. Et là, tu peux voir, Mana qui a un doute. Il se dit, comment ça? Je l'ai vu attendre, c'est bizarre. Comment? Et il va checker. Qu'est-ce que j'entends? Alors, on va donner le hatch. Comment? Il va venir checker ici cette première... et il va checker la seconde aussi. Cette première base. Et arriver sur la B3 ici qui est posée. Les deux hatches qui vont bientôt se finir. Mana qui se retrouve du coup en dessous au niveau de base. Mais ça c'est normal. Le plus sain en attaque des Zealots qui est recherché. Donc peut-être un timing push à base de beaucoup de Zealots pour venir eh bien, sanctionner cette prise de B3 intempestive. Ouais. Alors on va se mettre dans la vue de ce Zergling qui va peut-être voir... la forge qui travaille. En fait, non. Il y a deux extracteurs qui ont été pris, deux assimilateurs qui ont été pris par le genre Protoss et qui, pour autant, ne produit pas d'unité à gaz pour l'instant. Il recherche le plus 1 d'attaque d'abord. Un plus 1 d'attaque lancé aussi tôt dans la partie. Voyons voir ce qu'il va en faire. Des stalkers, donc il va pouvoir économiser du gaz. Il y a beaucoup de push qui s'offrent à Mana là-dessus. Ça va dépendre de son prochain bâtiment. Là, il prend un 3e gaz. Ça pourrait être Blink Stalkers. Donc là, si vous voulez, s'il lance 3 gates maintenant, ça pourrait être le push de MC. Donc 4 gates des Zealots plus 1, into 7 gates, Blink Stalkers plus 2 d'attaque. Mais je ne vois pas de gate en préparation. Et en fait, plus il retarde les gates, plus ça pousse, ça laisse à penser qu'il va partir sur B3. Et Speedlink qui n'a pas été recherché pour Stéphano, toujours pas, on est à 7 minutes de jeu. Ces B3 ici qui sont, ces bases secondaires pardon, qui sont en train d'être saturées. Au niveau de l'Incom, on a 400 de minerais de plus que son adversaire pour Stéphano. C'est énorme en ce début de partie. Au niveau du compte de récolteur, on a déjà un avantage. Si Stéphano arrive à sécuriser cette B3, il pourrait très bien monter à 200 de pop en 12 minutes, comme il l'a fait il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est la Messi Pro Cup, et rouler sur son adversaire. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire. Alors, moi je pense qu'on part sur un défi en mode à quelle minute est-ce que tu arrives à avoir 200 de pop? Stéphano nous a montré que c'était possible à 12 minutes. Ok, et on a Blink qui est recherché et le plus 2 d'attaque qui est recherché aussi pendant que ce Zealot va probablement tomber. Très belle micro de la part de Stéphano qui va s'affranchir de ce Zealot. On a Blink et on a des gates qui sont rajoutés. Le Stalker, le surround du Stalker, c'est magnifique. Magnifique, le français ici qui va se débarrasser de ce Stalker. On va se mettre dans la vision des Zerglings. Que se passe-t-il pour le Polonais ici? Combien d'armées? L'Overlord ici qui est tellement bien positionné, qui voit les 2 gaz. Et pour Mana, on est à 3 sentries. Et Mana qui, contre toute attente, rajoute 7 gates. Donc il part sur 8 gates Blink Stalkers. Et on a 7 Overlords en préparation de la part de Stéphano qui montre que lui aussi va se mettre à faire beaucoup d'unités. Mais sauf que lui, il est à 70 drones, donc il peut se le permettre.
Il a 70 drones à 9 minutes. Et Mana qui part sur un all-in, puisqu'il s'agit d'un all-in, hein, d'un all-in 7 gates Blink Stalkers. Il a 3 sentries en défense. Là, toute la difficulté pour Stéphano, ça va être de le scouter. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que Stéphano n'a pas sacrifié d'Overlord. Si on se met dans la vision de Stéphano, qu'est-ce qu'il a vu de la base de Mana? Et pour l'instant, il n'a pas vu la main, il est toujours plus ou moins en aveugle, mais c'est lui qui va imposer son rythme avec autant de roach qui sont popés. Vous voyez dans la barre de production que c'est le plus A en attaque et le déplacement des roach qui est recherché. Et on attend une attaque à base de voilà, peut-être une petite dizaine de roach, peut-être trentaine de zerglings. Sur ce timing-là, les roach qui continuent à être produits. Au niveau de la pop, on monte à 130. On vous rappelle, le record c'est 200 de pop en 12 minutes. Donc il nous reste 2 minutes, on est large. Ok, mais je pense que ce ne sera pas sur cette partie parce qu'il a rajouté B4. C'est d'ailleurs très étrange que Stéphano rajoute. Ça veut dire qu'il se sent vraiment en confiance. Et c'est le genre de largesse qu'un joueur comme Stéphano peut se permettre. Oh, c'est magnifique. Oh, le blink, il pose B4. Il faut se rendre compte, hein, il pose B4. Les Zerglings qui passent à l'attaque, il faudrait qu'il snipe ce pylône. Et je pense que ça va être le cas. J'ai pas vu de Stalker tomber. Voilà, premier Stalker qui tombe. Le premier Stalker qui tombe ici pour Mana, le surround des Zerglings qui pour l'instant n'a pas infligé énormément de dégâts. On a quelques sentries pour l'instant, 30 speedling en production, 141 de population pour Stéphano, 97 pour Mana, 52 pop dans le visage à 11 minutes, c'est ça Stéphano. Et là on a une robot, dans toute cette agitation, il y a une robot qui a été posée. Alors étrange d'avoir 7 gates et de poser la robot, 8 gates d'ailleurs, hein, et de poser la robot derrière. Et donc Mana, de quoi il va se servir avec cette robot? Enfin, c'est difficile à dire. Il est en train de faire des immortels, mais ça lui fait beaucoup de gates. Hein, ça lui fait beaucoup de gates. Et là, ce qu'est en train de faire Stéphano, c'est qu'il est en train de trade les armées. Il n'y a pas du très bon blink de la part de Mana. Et qui a perdu quelques stalkers. Et dans la barre de prod, vous voyez que Stéphano est arrivé à 194 de cap de population. Et il peut, à partir de maintenant, produire, tout simplement. Produire, il a ses 66 drones, il peut commencer à faire du dégât. Ouais. Et on est à 12 minutes 25 et nous sommes à 160 de population pour Stéphano. Le sandwich ici qui est effectué, vous voyez sur la minimap, les renforts de Stéphano qui accourt. Mana dans un duel de macro-gestion qui est ici en train de prendre la pression que Stéphano lui inflige. L'immortel ici, c'est catastrophique. Ouais. Mana ici qui n'a plus qu'une dizaine de stalkers. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Mais en fait, Stéphano est en train de trade. Là, il est en train de trade ses armées. Hein. Stéphano, ça lui coûte très cher. Il produit beaucoup d'unités. Mais ça lui va de trade. Il est à 4 bases contre 2 bases Protoss. Donc les bases Zerg et Protoss qui minent quasiment autant. Hein. Et, parce qu'il n'y a pas de mule. Et là, ça lui convient parfaitement de trade à Stéphano. Sauf que si on regarde la main de Mana, eh bien ça va être ça l'échéance. L'horloge qui tourne, si on clique sur un carré de minerai. Voilà, 400 de minerais sur 1500. Et donc, d'ici quelques temps, d'ici quelques minutes, il n'y aura plus de minerais dans la base, dans la main de Mana. Et là, Mana, s'il n'a pas réussi à sécuriser B3, ne pourra pas produire autant d'unités que Stéphano. Et Stéphano, qui montre qu'il a un Zerg versus Protoss, je dirais pas invincible, mais... Bah là sur B3 concrètement, c'est même plus la micro qui va le dépasser, c'est le nombre d'unités, on a 160 contre 110. Mana qui revient ici un peu au score, son unique immortel qui vient d'être snipé, quelques stalkers, les stalkers qui sont bien positionnés chez Mana cependant, plus de pylônes pour produire. Stéphano dans la B2 de son adversaire et qui inflige tellement de dégâts. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors est-ce que quand même dans tout ça, j'ai pas vu, est-ce qu'il a eu le temps de rechercher le plus 3 d'attaque? Allez, bon allez, ok. Il y a quelque chose qui se passe bien quand même pour Mana, c'est qu'il a le plus 3 d'attaque. Mais là, il lui faut un petit miracle. Est-ce qu'on a des infestateurs? Je crois que les glandes pathogènes ont été recherchées. Si je me trompe pas pour les infestateurs. Mais il n'y a pas encore d'infestateur dehors. Stéphano qui va reprendre la fight, qui va réessayer de trade. Là, il faut une excellente micro-gestion de la part de Mana. Mana qui perd quelques stalkers. Ah, solide ici les roach de Stéphano qui ont le plus en attaque. La B3 de Mana qui est posée. Les glandes pathogènes, comme tu le dis, qui ont été recherchées pour les infestateurs. Donc là, il peut switcher n'importe quand, Stéphano. Il va choisir ce timing, 2 infestateurs qui sont popés. Et peut-être qu'il va-t-il lancer la Spire serait éventuellement une possibilité, partir sur Broodlord à un moment donné. Quoique, en a-t-il besoin? Alors, roach infestateur, est-ce que ça ne suffit pas?
Et là, vous pouvez voir que Stefano va découvrir la B3 et va l'annuler instantanément. Et voilà, la B3 qui est annulée, on a du blink, il n'y a plus aucune sentry, donc plus vraiment de crowd control. La seule chose que Mana a, c'est le blink. Et bon, ça lui permet de défendre, Là, cela dit, il perd de moins en moins d'unités. C'est joliment fait, hein. Le blink de Mana qui est en train concrètement de détruire l'armée de Stefano. Après, le problème de Mana, c'est le rip-up. Vous voyez dans la barre de production encore un autre infestateur qui est en production, une quinzaine de roach et Lincoln a 1000 de minerais de plus que son adversaire par minute pour Stefano. Et l'horloge qui est à 75 de minerais. Donc bon, là, il n'a plus le droit de se faire annuler sa B3 Mana. Là, ce serait game ending s'il se fait annuler cette B3, mais c'est pour ça qu'il est parti pour attaquer. C'est une façon de défendre sa B3. Et là, il va falloir qu'il nous sorte un petit miracle de micro-gestion et qu'il évite les fungles des infestateurs. Les infestateurs qui vont supprimer le map control de Mana. Mana qui passe à l'attaque, le fungle. Très bon fungle. Fungle du reçu sur les Blink Stalkers qui ne peuvent plus blinker. Ah là là, Mana qui est en train de prendre super cher. Ici encore quelques roaches qui sont lancés au contact. Les roaches qui sont beaucoup moins améliorés que les unités de Mana, soit dit en passant. Ils sont combien les roaches? Ils sont à 1-1 alors que les Stalkers de Mana sont à +3 en attaque. Ici quelques terrain infesté qui vont faire du dégât. L'immortel probablement chopé par ces Zerglings. Les Zerglings qui surroundent l'immortel et à chaque fois Mana qui se fait sanctionner dès qu'il sort de sa base. 3000 d'income par minute pour le joueur Zerg, le lair qui est posé, la B3 qui n'est toujours pas finie. Et nous avons un proto sans difficulté tout simplement. Que va-t-il faire? 4 sentries. Alors peut-être partir sur des sentries ici. C'est dingue, ouais. Mais il a plus de gaz, il a plus... C'est dingue parce que dans cette partie, on peut sentir toute l'impuissance d'un joueur Protoss de niveau international contre... probablement un des meilleurs Zerg versus Protoss du monde. Il y a rien, on sent que il y a rien que Mana puisse faire quoi. Il a jamais pu dépasser la moitié de la map. Et voilà, le style macro de Mana ne peut pas vaincre le style macro de Stefano. C'est l'impression que cette partie donne. Il n'y a que des Protoss à la MC qui pourraient s'en affranchir. Donc là, Mana qui essaye de défendre, les terrains infestés, il n'y a pas de dégâts de zone, donc ça c'est un Nexus qui va probablement tomber. Et toutes les sentries ici de Mana qui font bye bye, et le bel AB3 de Mana qui tombe, et comme tu le dis, c'est game ending. Quelques Zerglings ici qui vont venir ruser dans la B2 de Mana, et pendant ce temps, toute l'armée de Stefano qui roule. Et magnifique game de Stefano. Wouhou! Qui donc s'impose dans cette première game de la poule C. Magnifique game. Et on est content parce qu'on le voit qui est chaud, qui est en forme. Mana qui n'est pas n'importe qui et qui disparaît un peu comme un Crackers, comme un Curly, en apéritif avant le reste de la poule. Je vous propose de faire une courte pause, une pause de publicité et de se retrouver juste après pour la deuxième game. Restez dans le coin, c'est du Stefano, c'est mon trip et à tout de suite. Et après cette courte pause, eh bien nous revoici pour commenter le match Stefano-Mana. Premier match de cette poule C. Et la première game qui a été plutôt rassurante quant à la santé et le training de Stefano en Zerg versus Protoss. Je crois que ce genre de game est plus ou moins interdit par le tribunal de La Haye. Le tribunal du viol, effectivement. Et malheureusement, Stefano, ça n'a pas empêché Stefano de vaincre Mana. Vaincre. Donc, bon, Stefano, contre qui, je pense, on devrait voir une autre stratégie de la part de Mana sur cette game. Parce que la macro game, ça ne marche pas. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Hein. Ça ne marche pas contre Stefano en Zerg versus Protoss. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va voir? Est-ce que cette partie nous réserve des surprises? Pu marcher si Mana avait réussi à faire de l'agression sur Stefano, choper quelques drones, faire un petit push, un peu à la Waitra, 10-12 zilotes, je sais pas, tu fais un truc, tu fais produire quelques larves, tu te mets bien. Là, Mana ne dépasse pas le milieu de la map et résultat, c'est la base. Quand tu vas pas faire chier un Zerg, il se met sur B4 et après, voilà, il t'envoie ces trucs et tu te démerdes quoi. Ouais, et là, bon, effectivement,
Ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. On passe à la seconde manche de cette rencontre. Donc la partie qui se lance doucement. Tout à fait. Donc voilà, Stefano Mana, c'est parti. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien voilà, c'est le Hey Music de la team Pourfétude qui sera utilisé à chaque fois que Stefano jouera une partie. C'est comme ça, c'est gratuit. On est sur Terminus Reux, une map une fois de plus ultra macro, il faut bien le dire, puisque pour Stefano la prise de B2 sera relativement aisée, avec certes une grande pente à défendre, mais une grande entrée qui va protéger également cette B3. Donc une fois que cette entrée est défendue, eh bien la B3 est quand même safe. Et bon, je dois dire que ça me fait plaisir de voir que Stefano a un tel niveau. Ouais, non, c'est cool, hein. C'est cool de penser qu'il pourrait, alors c'est un petit peu parti pris, mais il pourrait arriver jusqu'en quart de finale. C'est complètement à sa portée. Et pour autant, c'est pas pour autant que la poule est simple. Hein. Concrètement, là, c'est quand même le joueur, je pense, contre lequel il va avoir le moins de problèmes. C'est-à-dire qu'après, il y aura Life, MMA, Jacques J. Ça va être un peu plus serré, je pense. Et ouais. Et alors, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est la façon dont, vu que la partie a été lancée, en fait, c'est la façon dont les poules ont été construites. Ouais. Il y a eu des invités dans ce tournoi. Il y a une liste de 20 invités. 18 même. Oui, 18 invités et 2 qualifiés. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs ont été classés par nationalité dans les poules. C'est-à-dire qu'on s'est dit, alors j'ai pas les détails en tête, mais en gros c'était, on met 2 Coréens par poule et on les a choisis au hasard. On met un hors Corée et on met un de telle nationalité dans la poule. Les deux qualifiés, on les met dans des poules différentes. Les 2 Français, on les met dans d'autres poules différentes. Et puis voilà, ça. Et on essaye de mettre un Protoss dans chaque poule également. Oui, et on essaye d'équilibrer les races. Mais donc ça a été, on va dire que c'est du pseudo hasard, la façon dont les poules ont été construites. Il y a une partie de hasard, mais une partie qui a été de choix qui a été fait délibérément. Et tiens, détail important, les poules ont été construites avant les qualifiers. Exact. C'est-à-dire, voilà. Et avant l'arrivée de Nesty, MMA, Boxer et MVP. Donc résultat, les 4 qui arrivent pour un peu faire la cerise sur le bateau, qui ont été répartis dans les 4 poules. Non, ça. La cerise sur le bateau. C'est Elise Moon. C'est Elise Moon qui l'a sorti en premier. Je trouve pas mal. La Myrtille sur le paquebot. Donc voilà, on a une phase B2 de la part de Mana. Mana ici qui repart sur une agression lente. Donc une partie plutôt macro, va probablement pousser son adversaire à prendre fast B3. Une partie plutôt suicide. Regardez ce petit Zergling comme il a envie de prendre B3. Donc voilà, encore une fois, Stefano qui va repartir sur la macro. Alors là, il faut que Mana, concrètement, trouve une solution. C'est-à-dire que c'est à lui de se creuser les méninges et trouver une manière, d'une manière ou d'une autre, pour infliger du dégât à l'économie de Stefano. Fumer des drones, lui, le forcer à faire des Zerglings avant qu'il se retrouve à 60 drones en 12 minutes, par exemple. Ce genre de choses. Donc c'est vraiment à Mana de sortir le lapin du chapeau. Ouais. Et il a l'air d'être parti pour lancer le plus 1 d'attaque à peu près maintenant. Attention. Plus 1 d'attaque, sans de minerais, sans de gaz. Non. Ok, voilà. Plus 1 d'attaque qui est lancé. 2 gaz qui ont été pris rapidement dans la main. Pour l'instant, pas de gaz dans la B2. On va souligner le fait que sur cette carte, le placement d'Overlord... Ah si, c'est possible de placer un Overlord au-dessus des 2 gaz de la B2 et de ne pas pour autant sacrifier cet Overlord. Ce serait d'ailleurs une raison pour laquelle chronobooster ce Stalker, il pourrait chronobooster ce Stalker juste pour sniper l'Overlord et l'empêcher de scouter les gaz. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il avait l'air d'hésiter. Il hésite, effectivement. Mais ce serait pas une mauvaise idée. Parce que vous voyez que l'Overlord ici est quand même super vulnérable. Pendant ce temps, on a la B3 ici qui va probablement être reposée par l'ami Stefano, le Zealot qui continue, qui se balade, qui va essayer de chasser les Zerglings qui se trouvent sur l'Exelnaga Tower. Et cet Overlord qui va vivre, donc GG à lui. Alors, un second Stalker en préparation. Le plus 1 d'attaque. Bon, pour l'instant, pas d'indication sur la stratégie de Mana. Je pense... pour être honnête, je pense qu'il va nous refaire la même. Il est sur 3 gaz.
pendant que je dis ça, génial. Il pose un complexe robotique. Donc, comment est-ce qu'il va l'utiliser? Il pourrait utiliser un timing sur 2 bases qui est très puissant. En fait, il y a plusieurs timings sur... Oh là, 4 spine crawlers. 4 spine crawlers, Stéphano qui se sent menacé d'une manière ou d'une autre et qui va peut-être... Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'on peut se mettre dans la vue de Stéphano? Alors cet Overlord a l'air d'avoir... Ah, il a balancé l'info. 2 gaz, 4 gaz pour le Protoss. Peut-être sent-il une agression à base de 8-9 gates. C'est vrai que 4 gaz... C'est vrai que... Alors ce qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre en fait, mes jeunes amis, c'est que 4 gaz, ça vous empêche d'accumuler du minerai pour poser un 3e Nexus. Parce que vous récoltez plus de gaz, mais moins de minerais. Donc à mon avis, c'est comme ça que Stéphano interprète les choses et pose des spines. Après, l'autre avantage, c'est que autant sur la précédente map, c'est difficile de poser 4 spines, parce que s'il y a 4 spines pour protéger la B2, et ben, sur Daybreak, on attaque la B3. Mais autant sur cette carte, si tu peux montrer l'agencement de la carte, s'il avance ses spines, il va être capable de défendre à la fois sa B2 et sa B3. Effectivement, donc c'est rentable de faire des spines. C'est en tout cas, voilà, quand vous vous trouvez sur B3, que vous n'avez pas été agressé, que vous sentez que vous ne serez pas agressé, c'est une option qui est faisable. Poser 4 spines en attendant de macro tranquillement pour pas se prendre la tête avec des pushs vicieux à base de Sentry et Zilot. C'est du why not. Même si c'est pas conventionnel, on a la bête soutien robotique qui a été posée ici, donc Mana pourra éventuellement se débarrasser de ces spine crawlers assez facilement, les colosses qui ont une meilleure portée que les spine crawlers. Donc là, Mana qui est plutôt bien parti. Au niveau income, on va faire un point income. En tout cas, il est parti quoi. C'est ça, voilà. On va voir s'il est parti définitivement, mais en tout cas, il est bien parti. Bon. On va dire il avance, il avance quoi. Il marche. C'est ça. Mais on est à 63 récolteurs pour Stéphano. Bon, la map qui est moins évidente, pour... Tiens, 2 spires. Ouais. Il se permet des choses quand même. Et 2 spires, ça a été instantanément scouté. D'ailleurs, ça, pour être honnête, ça pourrait coûter cher à Stéphano. Ah non, ça c'est du manque de respect. C'est un peu... En fait... Ce qui se passe, c'est que sur cette carte, c'est relativement facile pour le Protoss de sécuriser B3, si on compare ça à la précédente map. Et pour le Zerg de prendre B4, c'est pas aussi simple que ça. Donc la carte qui est plus favorable au Protoss que la précédente carte. Voilà, le prisme de transfert qui est révélé, qui ne va strictement rien faire. Est-ce qu'il y a le plus 1 de défense pour les Zerglings qui a été recherché, je pense Et les Zerglings qui sont 0-0 pour l'instant. Est-ce qu'on a des chambres d'évolution quelque part? Oui, c'est ça. Le plus 1 d'attaque qui est recherché. Quelques Zilots qui vont être warpés ici de la part du Protoss. La masse Zergling de Stéphano qui va s'en débarrasser très rapidement. Ici, joli retour dans le Nelson de Mana. Le push qui aurait pu finalement, parce que c'est ce genre de push qui manquait à Mana sur la première game, c'est-à-dire aller choper de l'économie, des drones, des machins, eh bien il a été scouté par Stéphano, donc il ne fera pas tant de dégâts qu'espéré. Après, il pourra revenir plus tard dans la partie, au milieu d'une énorme fight, ouvrir un double front, c'est aussi possible. Pendant qu'on a... Alors, on a la vitesse, en fait, du prisme de transfert qui est en train d'être recherché, et un second prisme de transfert. Alors, je me trompe pas, il l'a pas perdu celui d'avant. On a un second prisme de transfert, il y en a un au nord là-bas. Alors que va-t-il faire là-bas? Je ne sais pas. Ok, donc il doit se douter que la B4 va être posée ici. Et on a un second prisme de transfert ainsi que la vitesse. Et on a B5 et B4 et B5 qui sont posés simultanément par Stéphano. Alors, autant un prisme de transfert et la vitesse, ça veut dire je vais tout micro et Stéphano qui n'a pas vu le prisme de transfert passer au nord, mais qui va le voir. Non, il l'a pas vu. Autant 2 prismes et la vitesse, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah, effectivement, là, ça va prismer dans tous les sens. Pendant ce temps, on a une masse muta chez Stéphano. Stéphano, donc, qui va concrètement, j'ai l'impression qu'il teste, il va tester un BO ici. Il va tester le masse muta speedling. Enfin, tester. Je pense que c'est un BO qu'il a pratiqué, mais c'est vrai qu'il prend un risque en faisant cette composition d'armée et il investit beaucoup dans les mutas parce que Mana a vu qu'il y avait 2 spires. C'est-à-dire qu'en fait, en gros là. Mana peut choisir de sortir soit avec Mass Blink Stalkers améliorés, relativement tôt, sur 3 bases, soit il part sur les Colosses ou sur Storm et il sort avec, par exemple, Stalker et Storm ou alors Stalker et Colosse. Les deux compositions sont bonnes. Là, il va choisir Stalker et Storm.
Oh là là, joli timing ici de la part de Stefano ici. Le deuxième prisme qui va commencer à faire du dégât, les Mutalisques qui cherchent Nelson ici. Dans la vision. Et il va le voir. Et il est vu, le prisme qui est vu malheureusement pour Mana. 4 Zealots, 5 Zealots qui ici vont faire beaucoup plus de dégâts, probablement se débarrasser de cette hatcherie. Un Nelson en moins, il faut à tout prix sauver celui-là, sinon eh bien, ce type de push ne pourra plus être faisable. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort ce prisme de transfert, il est resté en vie. Et on a Mana qui est... Et on sent que là, il donne tout ce qu'il a. Genre ça, à la limite, c'est sa stratégie secrète. Il est en train d'essayer d'out-micro le père Stefano. Donc bon, il annule des hatches, ok, il annule des hatches, c'est toujours ça de prix. Et on sent que Stefano hésite un petit peu. Maintenant, il y a les Zerglings en bas. Le prisme qui a encore été caché. C'est-à-dire que là, Stefano doit se dire, mince, c'est pas possible, il y a un pylône ou quoi? Il est en train de checker. Et par contre, derrière, Mana qui n'a pas pris B4, pardon. Donc Mana qui recherche le plus 3 d'attaque des Stalkers, qui multiplie les Stalkers, qui va lancer quelques High Templars, je pense. Effectivement, quelques High Templars, 5 High Templars, alors que ce prisme de transfert qui est toujours intact, hein. Stefano ne l'a pas vu, il est en train de le chercher, mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait exprès, il passe à côté et à chaque fois, il ne le voit pas. Donc Mana ici qui joue à cache-cache et ça lui va plutôt bien. Cependant, 167 de population, notamment de Mutalisques, on a un petit avantage au niveau income pour Stefano, 31 mutas, et sans le Vortex Toilet Archon Flush, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile pour le Protoss de se débarrasser d'autant de Mutalisques. Et on a le Bata DT qui est posé et la Stargate. Donc la Stargate, comme tu l'as dit, alors avec le nouveau patch, il pourrait partir vers Phoenix, mais je pense qu'il va partir vers Mothership. Mais franchement, ça sent le désespoir, quoi. Mothership sur 3 bases. Ça veut dire que ça va lui coûter beaucoup de gaz. Faut vraiment que ce soit rentable. Et en plus, là, s'il pose la balise de la flotte, voilà, c'est ça, balise de la flotte. Mais là, le pire, c'est que ça lui coûte du temps, quoi. Il repère du temps, le temps de construction de la balise de la flotte, le temps de construction du Mothership. Voilà. Non, mais regarde le nombre de bases en face, hein. B7 pour Stefano, parce que les prismes de transfert, c'est cool, mais vous pouvez pas deny B6 et B7 éternellement, quoi. Et là, honnêtement, il y a un peu de réussite de la part de Mana qui vient continuer à annuler des bases, mais ça va pas durer éternellement. Et le Bata Dark Templar. Ouais. Alors pourquoi le Bata Dark Templar? Probablement pour faire une énorme masse Archon et espérer mais il avait déjà du. Ouais, mais il avait déjà le Bata. Ah oui, c'est vrai. Peut-être pour continuer à le Haras, peut-être il voit que, mine de rien, son Haras à base de prisme de transfert est pas dégueu, hein. Il a supprimé quand même 4 ou 5 bâtiments principaux et il continue à faire du dégât. Ici, il va rewarper des Zealots. Mana qui joue la technique du moustique à plein régime et qui maintient Stefano chez lui. Donc peut-être qu'il va essayer de le faire à partir d'un certain moment avec des DT, voilà, c'est ça. Pourquoi pas, pour qu'il soit plus vulnérable aux Mutalisques de Stefano. On a un Overseer qui est en construction, le T3 du Jorza qui a été recherché. Alors ok, il continue à annuler ses bases. Donc B5 contre B3, qu'est-ce que ça veut dire B5 contre B3? Ça veut dire que c'est pas la mort pour le Protoss, mais que le Protoss va sortir une fois. Mana va sortir une fois, et si son armée se fait éradiquer, ou s'il perd les 3/4 de son armée, eh bien, il ne pourra pas remax aussi rapidement que Stefano. Maintenant, il y a toujours cette limite de 200 de pop dans StarCraft 2, qu'on le veuille ou non, et qui fait que, que Stefano, il a beau avoir beaucoup plus d'économie que son adversaire, il ne peut pas refaire de base aussi rapidement, enfin, il ne peut pas dépasser les 200 de pop. Et on a un prisme de transfert qui a été chopé. Tout à l'heure, en haut à gauche, vous avez vu donc les mutas qui sont débarrassés de celui-là. Il en reste un, les mutas qui sont 2-2, des mutas qui sont extrêmement évolués, qui vont arriver avec le plus 3 en attaque. Les Broodlords qui ne sont pas loin et Stefano qui va finalement se débarrasser de ce chapitre un peu Haras, comme on dit.
et qui va commencer à faire du dégât. Le joli storm de la part de Mana qui ouvre les hostilités sur cette B3 ici. Stefano qui commence à faire du dégât. Cependant, l'armée de Mana qui est solide, les mutas qui n'arrivent pas à infliger tant de dégâts que ça. Stefano qui va prendre ici cette base sous le nez de ce DT un peu belliqueux, et vous regardez la minimap. Toutes les bases sont prises par Stefano, en tout cas toutes sur les la prises périphérie. de la périphérie, ouais. Donc voilà. Et ben dis donc. Et ben dis donc. Heureusement qu'il est français et qu'il n'est pas. En fait, attends. À quoi est-ce qu'elle me fait penser cette partie? Cette partie, c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu comme quand tu joues. Là, ça, c'est un sacrifice de mutin. Ouais, je pense que c'est un sacrifice. Ok, d'accord. Il est en train de sacrifier de ses mutas pour se faire de la pop, hein, que je sois bien d'accord. Il va lancer des. Non, mais c'est pas possible. Non, mais le pire, c'est que je pense que c'est un. Alors, il aurait pu sacrifier ses Zerglings. Non, c'est pas. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est pas tant un sacrifice que ça, puisque regardez, l'armée de Mana est en train d'avancer au milieu de la carte. Et Stefano veut trade. Voilà. Il veut que si cette armée ne. Chez lui. Et il est oh là là. Le Mothership qui fait son entrée ici sur ce push de Mana qui va se débarrasser de tous les mutalisques de Stefano. Plus de muta. Et combien de Broodlord? Et maintenant on repasse en mode sérieux ici. 19 corrupteurs, 0 Broodlord. Ok. Donc alors je dois dire que je m'attendais pas à un recall défensif comme ça. Et on regarde sur la minimap, il y a vraiment des bases partout. Et Mana, qui a 23 minutes de jeu, sans vraiment avoir inquiété son adversaire, pose B4. Mais ça va être très très difficile de défendre cette base. Ça va être vraiment difficile. Et donc je disais, ça fait un peu penser à quand tu joues à Risk et que tu contrôles 3 continents. Mais bon, tu joues avec tes potes et tu veux pas... Voilà, tu veux pas que la partie se finisse trop rapidement et donc tu les attaques pas, tu vois. T'accumules des troupes mais tu les attaques pas, alors que tu contrôles déjà les 3/4 de la map. Moi, c'est un peu l'impression que donne cette partie. Hein. Regardez la minimap. Ah mais concrètement, il joue pas sa vie, hein, Stefano, alors qu'on a l'impression que Mana, lui, est beaucoup plus en stress. Enfin voilà, regardez le nombre de bases qu'il prend, avec la rapidité avec laquelle il sacrifie ses mutalisques ici, en prenant du risque. Voilà, Alors, on peut regarder combien d'énergie a le vaisseau mère. Oh, il a... alors, c'est pas... Il lui manque 100, il lui manque 25 d'énergie pour faire... il y en aura pas. La Mothership qui tombe de la part de Mana. On a beaucoup de Broodlord ici. Quelques répercussions qui sont balancées. Les storms sur les corrupteurs. Pas mal de dégâts qui est infligé par Mana. Mais la composition de Stefano qui est parfaite. Là, suite au sacrifice des mutas, voilà, t'as 12 Broodlord, une dizaine de corrupteurs et des infestateurs. Que demander de plus? Mana ici qui doit à tout prix se débarrasser de ces infestateurs puisqu'il ne peut plus blinker quand ses stalkers sont sous un fungal. Et qu'il y a en face 5 infestateurs. Oula, c'est pas passé loin le fungal. Et là, Mana qui essaye de sécuriser sa B4, il n'a pas du tout rentabilisé son Mothership, il n'a pas fait énormément de dégâts. En face, il y a une économie qui est monstrueuse. Et voilà, même avec cette B4, hein, il mine pas sur cette B4, il a même peur d'y transférer des probes. Et je pense qu'il va se faire nettoyer à la prochaine fight, quoi. Il va falloir des storms excellents. Alors la prise de position, ok d'accord, la prise de position quand même. Regardez la vie sur les Broodlord, hein, qui est bonne pour la concave, qui est meilleure pour Mana, et c'est la seule chose qu'il a pour lui. Il attaque avant que les spines soient enfouis, ça c'est bon. Il va faire des blinks offensifs. Est-ce qu'il reste de l'énergie? Si on peut double-cliquer sur les infestateurs, je crois qu'il reste pas beaucoup d'énergie. Les Fungals ici qui sont tous partis. On n'a plus de Fungal. On n'a plus de Fungal, mais on a encore beaucoup de Broodlord ici. Et Mana qui galère, et même si on a l'impression que Stefano micro-gère à moitié son armée, eh bien il est quand même en train de ramasser Mana. 12 infestateurs en production, le plus 2 en attaque des unités à distance. Et cette B4 qui va tomber malheureusement pour le Protoss. Ah là là, 4 Broodlord ici qui sont donnés gratuitement. Attention Stefano à ne pas trop être confiant. J'ai peur d'une erreur quand même. Hein. C'est toujours faisable sur une fight de perdre toutes ses unités, pas assez de rip-up et avec un bon contre de la part de Mana, il pourrait par exemple se débarrasser de ces 3 couveuses là-haut. Donc attention, restez vigilants. Ouais, mais le vaisseau mère, c'est vraiment une unité à double tranchant. T'as un infesté pour... Ah tiens, l'œuf, ça contrôle la Xel'Naga. Ok, c'est bon à savoir.
Et en fait, le vaisseau mère, c'est une stratégie qui est vraiment à double tranchant. C'est une unité qui peut renverser la game contre Zerg, mais il faut savoir l'amener. Il faut pas l'amener trop tard, parce que si vous l'amenez trop tard, vaisseau mère ou pas, parfois c'est trop tard. Surtout contre un joueur comme Stefano, qui a un excellent late game contre Protoss. Et là, moi j'ai le sentiment que Mana était un petit peu pris au dépourvu. Et il va lâcher le GG. Et bah dis donc, GG dans le calme et la courtoisie. Hein. Stefano qui s'impose 1-0, donc 1-0, c'est-à-dire une win dans cette poule C. Qui fait du mal à Mana. Voilà, je pense que le GG là a été plutôt psychologique. Il a senti qu'il ne... Voilà, quoique. Je pense qu'il a GG sur cette perte de B4. Il pouvait pas se relever après la perte de cette B4. De toute façon, où est-ce qu'il allait en prendre une autre? Enfin, pour être honnête, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires sur la page Facebook Iron Squid ce que vous en pensez. Mais pour être honnête, moi j'ai eu le sentiment que Mana, d'ailleurs ça s'est vu dans les commentaires, quand il a lancé cette deuxième partie, partait à ses yeux perdant. Il ne croyait pas en ses chances de victoire. Bah, concrètement, il a demandé à Stefano de lui laisser la win. Stefano a dit non, pas du tout, je vais te ramasser et en plus je vais le faire avec du mass muta, puis mass infestateur. On a quand même 22 infestes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, presque trop. Mana qui s'incline. On va faire une petite pause histoire de bien assimiler ce qui s'est passé. Et on vous retrouve tout de suite après. Ciao. Hey, salut tout le monde, on est sur la piste. J'espère que vous n'êtes pas tristes. Ouais les gars, wow, qu'est-ce qu'on va faire? Le move du moment, ça va être quoi? Là, ça va être le BO, le dernier BO. Enfin, il va peut-être avoir un BO après. Le BO, parce qu'on a fait un Terran, un Protoss, maintenant c'est le Zerg, c'est celui de Stefano. On le connaît, il est vraiment chaud. En plus en ZP, ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde dans ZP. Donc je vais montrer le BO du ZVP de Stefano. C'est parti, j'envoie la machine. Go! Alors, tout simplement, on va voir le BO exact. Donc, quand vous êtes Zerg contre Protoss, regardez ce que fait Stefano, puisque c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde en ZVP. Donc, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, hop, bim, on balance tout et tout. On la remet. Il fait over en 9. Donc, je vous montre. Hein, ça va être le BO assez exact pour les Zerg. Donc, overlord à 9. Pour faire un drone, chaque Zerg a son style à ce moment-là. Parce que, enfin, ça change presque rien, mais ils préfèrent faire Overlord à 10 pour faire le bug trick, enfin gas trick. D'autres préfèrent faire Overlord à 9. Honnêtement, moi, je préfère l'Overlord à 9. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la game? Bah rien. Mana, il va mapper après son pylône, ce qui est assez important. Lui, Stefano, il le sait. À ce timing, c'est le pylône. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pool 15. Tout simplement, pourquoi pas Hatch First à cette map-là ou sur d'autres maps? Hatch First, c'est vraiment très dur pour un mec qui joue très, c'est très très dangereux. On va dire, vous voyez, hein, là, waouh, c'est magnifique. C'est très dangereux de faire Hatch First contre un mec qui fait photon attaque parce que tu peux, s'il est vraiment bien géré, faire un wall parfait contre ses photons et tout, tu peux rien faire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Stefano a envoyé son drone un petit peu plus tôt d'avoir 300, genre 200 ou 150, pour essayer de tuer le probe, pour lui dire, regarde, je vais essayer de prendre. Il a réussi à tuer le probe, mais bon, le pylône a été balancé. Donc là, il envoie l'Overlord, enfin, il envoie le drone exactement sur la B3, mais il la prend pas tout de suite alors qu'il la tune. Alors, on va dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il sait pas encore qu'il a Forge First. Je vais mettre pause. Tout simplement, si tu veux prendre B3 tout de suite, sans voir le photon attaque, sans voir la Forge Expand ou Nexus First, c'est très très tendu parce que si le mec il a juste fait une get cyber et s'il fait 4 get derrière, tu te fais massacrer parce qu'elle est trop loin pour protéger. Donc c'est pour ça qu'il a la thune et il le fait pas tout de suite. Il attend d'avoir la vision. Donc là tu vois, c'est vraiment très très défensive. Là on voit qu'il a annulé son pylône, hop, il fait prendre B2, B3 en même temps parce que l'Overlord a vu qu'il avait fait Fast Expand. Donc là, on voit, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va redire. Pas de gaz, il n'a pas pris de gaz, il a fait hatch 18-19, 17-18 et deuxième hatch 20-21. Donc il se prend pas la tête. Et là, à ce moment-là, il fait la queen, il fait la deuxième queen sur la première hatch chouchour. Et direct, quand il a envoyé la queen pour la B2 pour avoir vraiment le timing où au moins, quand la hatch va sortir, il va pouvoir faire ses larves. Là, il fait transfert de drone. Il en a transféré à peu près 10, une dizaine. Et là, il le met bien pour pas perdre de temps de demanding. Hop, les larves.
dès que la hatch est sortie ici, il a fait la queen. Donc il faut vraiment, enfin c'est du timing exact, hein, c'est enfin presque exact, hein, à 2-3 drones de près, à des overlords de près. C'est assez. Donc il a fait juste 2 zerglings. Pourquoi? Exactement pour essayer de mapper où sont les péons, où sont les pylônes. Donc il en a fait 2, il en a fait 4 en tout. Et là il a fait que des drones. Il fait produire que des drones. Encore 2 zerglings juste pour faire attention au timing où il attaque avec 2 zealots ou un stalker, un zealot. Donc, et là il fait que des drones, on le voit, il fait que des drones. Il a juste en fait 6 zerglings et que des drones, overlord, drone. Et donc c'est ça, c'est tout simplement que du dronage. Parce qu'il sait qu'à ce timing-là, à 7 minutes 20, tu sais, quand un Protoss fait Forge Expand, il peut pas attaquer super rapidement. Le seul moment où il attaque, c'est super rapide. À 7 minutes, c'est 2 zealots ou 3 zealots, donc il peut complètement gérer. Et là, il faut voir. Là, les positions sur cette map est très bien. Les overlords, alors là, on va mettre pause. Les overlords, je vais montrer à tout le monde. Les overlords positionnés ici, dans ces carrés-là. Vous voyez, là, il voit que tout. Il voit le deuxième gaz qui n'a pas été pris et tout. Alors que Mana ne voit pas l'overlord. Comme exactement ici. Ces positions d'overlord, elles sont extraordinaires. C'est vraiment important de les faire. Ici aussi, c'est que tu vois toute la map. Tu vois, enfin, je veux dire, tu vois les positions des maps et les mecs qui sont en dessous, ils ne les voient pas parce que c'est un pylône et ils ne voient pas l'overlord. Donc ça, c'est très important. C'est des positions d'overlord très importantes. Puis aussi ici, tu vois s'il y a les Vaudrey qui arrivent. Enfin, des très bonnes positions. Donc on va relancer. Et donc là, il fait. Alors, je vais mettre pause 2 secondes. Bim. Donc je ne me trompe pas. Il a fait exactement. Alors il a fait des queens, 3e queen. Derrière, il a fait double gaz à 42. Dès qu'il a eu plus de larmes dans ses larmes. Donc après, exactement, il a produit. Au moment où il balance, en fait, il va balancer son lair en même temps que du roach. Après, il fait speedling. Donc c'est un petit mélange de tout. Hop, on va lancer encore. Donc c'est exactement vers 57. On va le voir là. Là, à ce moment-là, il va faire beaucoup de zerglings. Parce que c'est assez important, on l'a vu juste avant. Il a fait beaucoup de zerglings. Pourquoi? C'est parce qu'il faut faire super attention au timing push, 5 get, 6 get. Donc il fait beaucoup de zerglings sans speedling. Il a agressé. Donc il a fait juste 12 zerglings. Peut-être 16, peut-être, juste pour agresser, tuer les zealots, essayer de bloquer le stalker ici. Et donc quand tu le bloques, ça fait vraiment très très mal au Protoss, parce que finalement il a plus la vision, il peut plus être l'agresseur, c'est le mec qui a agressé quoi. Le Protoss c'est un peu. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 11 drones, Evolution Chamber, l'air quand il va être fini, il va balancer sa vitesse roach. Et donc là derrière, il a reproduit des drones. Donc à un niveau, dès que l'Evolution Chamber est fini, il a fait le +1 d'attaque. Et là derrière, il rebalance son 3e gaz sur la B2, parce qu'il n'a pas besoin d'autant de gaz pour faire du roach zergling. Et là, il contrôle la map avec les zerglings. Speed bientôt fini. Il va voir s'il a la B3 ou pas. Et donc là, à ce moment-là, quand il ne voit pas de Vaudrey, à ce timing-là, il sait qu'il n'y a pas de Vaudrey, enfin, sauf s'il est vraiment caché ou il fait double over. Et derrière, il prend B4 et continue à produire. Il fait B4 plus macro hatch qui va bientôt arriver ici. Après la production des roach, vitesse roach, +1 d'attaque. Voilà, macro hatch. Et là derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va voir niveau unité, niveau drone, il a 66. Là, il sait qu'il doit produire comme un porc. Et là, c'est ce qui va partir. 16 zerglings, du roach. Pour l'instant, il est saturé dans ses bases, il est saturé. Là, un petit peu moins, mais quand même, là, il est bien saturé. Et là, il fait que de la production. Et il va agresser le zerg. Il va agresser le Protoss. Et c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est vraiment jouer greedy, faire attention, il agresse, il entoure, il sait qu'il y a le blink, mais le plus important c'est d'éloigner le Protoss au plus rapidement possible, de faire un move avec les zerglings pour qu'il blink et agresser au plus loin pour que finalement derrière il puisse reproduire beaucoup de zerglings, 24 zerglings, parce que contre blink il faut des roach, mais il faut beaucoup de zerglings, parce que les zerglings circle, vont plus vite que les stalkers. Et là voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement Stefano a B4, Mana a que B2 et c'est lui qui est derrière, qui reste défensif. C'est comme ça qu'il faut jouer, faut pas se laisser faire. Et là, direct derrière, hop, le +1 d'attaque est fini des roach, il fait le +1 d'attaque des défenses. Et là, c'est le niveau production. Je produis rally point, je le laisse pas prendre B3, je produis. Et voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Il a fait que ça après derrière. Après, il a fait une deuxième Evolution Chamber pour faire les upgrades de défense, pour faire 2-2 rapidement. Et là, il continue d'attaquer, Il sait que niveau drone, il est bien, il a 66, pas besoin de plus. Il va peut-être en faire 5 ou 8 ou une dizaine de plus, vite fait et encore. Parce qu'il a B4, il produit, on voit que la B4 il pompe, alors que là, à partir de là, derrière, Mana il est vraiment mal. Et il continue, il ne laisse pas prendre B3, il continue à produire et voilà le BO, tout simplement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, on va le redire, c'est over à 9, pool à 15,
Après, il balance sa queen dès que sa poule est finie. Il fait H B2, H B3. En faisant attention, on voit bien s'il a fait fast expand. Tout simplement. Après, il a fait la première queen, la deuxième queen sur sa première H, troisième queen sur sa troisième H dès qu'il pop-up. Derrière, il a fait quelques zerglings. Et là, il a fait, bim, balancer 2 gaz d'un coup. Donc, les 2 gaz ont été à 42. Et derrière, il a produit que des drones. À 57, il a dû produire une vingtaine de zerglings. Et c'est ça qui fait un peu la différence, c'est que juste derrière, il a fait un enchaînement où il a fait Roche Warren, il a fait... attention, pardon pour mes cheveux. Il a fait Speed Zergling, il a fait l'air derrière, il a fait Evolute Chamber, le plus 1 d'attaque. Et il a continué à balancer... toute sa sauce à balancer. Et là, c'était super fluide. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu le plus 1 d'attaque niveau Roach, il a fait le plus 1 d'attaque niveau Zergling. Après, il a balancé le deuxième Load Chamber. Il a fait le plus 2 d'attaque, le plus 1 de défense. Et il a continué à produire les Roach, la B4. Bim, et il a balancé toute la sauce, quoi. Et donc là, après, tu produis. Quand tu vois, il a fait juste, quoi, 68 drones, tu fais que de drones. Si au moment où tu arrives à gérer, parce que le plus important c'est ça, c'est qu'il a fait des zerglings. Il en a fait une vingtaine pour agresser et pour produire un peu derrière. En fait, il a fait 20 zerglings. Il a produit des drones derrière ces zerglings pour juste agresser un peu, pouvoir réussir à être 68 drones pour que finalement derrière il fait beaucoup de production. Et là après ça c'est fini, quoi. Donc voilà le BO Zerg Protoss qui est pas mal du tout. Et voilà, quoi. Après derrière tu fais que de la production, c'est un peu de micro de pas tout donner non plus. Et après niveau upgrade, être à 2-2 rapidement, faire que de la production, quoi. Et pas laisser prendre Protoss pour prendre B3. Et voilà, ça c'était le BO. Bon, j'espère que j'ai pas été très rapide. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les vidéos sont sur Iron Squid. Et donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le revoir. Ça a été assez rapide. Le Zerg Protoss, il faut avoir bien géré les queens, les larves et tout, pas perdre de l'instant, bien balancer ses cryptumeurs pour essayer d'aller assez loin, prendre le milieu de map et pouvoir agresser, gérer, savoir, en fait, le timing qui est super important pour Stefano, c'est savoir faire quand c'est 20 zerglings. Avant ou après avoir fait beaucoup de drones, parce que en fait ces 20 zerglings, s'il avait fait on va dire 10 drones de plus, finalement il aurait été agressé et il aurait peut-être pu perdre la game, et finalement il a préféré faire 20 zerglings, agresser, même pas sans speedling, derrière faire 10 drones de plus, être 66 drones et balancer de la roach, double upgrade, bim bim bim, et balancer la sauce, quoi. Et donc voilà, c'était le BO Stefano, le BO ZerP. J'espère qu'on se reverra la prochaine fois. Ciao ciao baby.